CITAL. Donc je tiens à remercier le comité d'organisation pour m'avoir convié à ces journées pour vous parler du soutien de la phase lutéale. Alors, il est clairement établi qu'une hyperstimulation ovarienne contrôlée au cours d'une fécondation in vitro va entraîner des modifications de la phase lutéale, des modifications aussi bien hormonales, mais surtout histologiques au cours de cette phase. Au cours d'une stimulation contrôlée, on arrive à avoir plusieurs follicules, de très nombreux follicules, par la suite des multiples corps jeunes, et qui sont paradoxalement incapables de produire un taux suffisant de progestérone pour assurer une phase lutéale correcte. Et pour cela, il est évident qu'une phase lutéale doit être systématiquement soutenue en cas de fécondation in vitro. Alors, le problème qui se pose, c'est tout d'abord de voir les différents moyens de soutien de la phase lutéale, mais surtout de voir l'efficacité relative de chaque moyen, la sécurité de ces différentes phases et de ces différentes méthodes qui sont actuellement disponibles pour soutenir cette phase lutéale. Alors, tout d'abord, un bref rappel sur le cycle non stimulé. Je vais être très bref. Donc, il y a une succession de deux phases. Une phase, tout d'abord, folliculaire, qui est constante, qui a abouti à l'ovulation, elle est de 14 jours, suivie d'une phase, pardon, elle n'est pas constante, elle est variable, elle est de 10 à 22 jours, suivie d'une phase qui est constante, qui est de 14 jours. Cette succession de deux phases folliculaires est sous le contrôle de l'axe hypothalamo-hypophysaire avec une sécrétion pulsative de la GnRH qui va aboutir à une sécrétion de la FSH et de la LH. Cette FSH a des récepteurs au niveau des follicules. Ce follicule-là, avec les trois contingents, la granulosa, la thèque interne et l'ovocyte qui est bloqué en prophase 1, et il va y avoir une sécrétion d'ostradiol. Donc, cette première sécrétion d'ostradiol va donner, bien sûr, un rétrocontrôle négatif avec une diminution de la FSH et va aboutir à une croissance folliculaire. Alors, je vais juste vous parler de la phase lutéale. Donc, après l'ovulation, après le pic à l'H et la FSH, il va y avoir une diminution de la sécrétion de la GnRH avec un taux pulsatif de LH qui est constant et va aboutir à la formation du corps jaune. Ce corps jaune, sous l'incitation de la LH, va sécréter de la progestérone essentiellement, mais aussi de l'ostradiol et de l'inhibine A. Ce corps jaune va rester pendant 14 jours et par la suite, il va y avoir ce phénomène d'apoptose avec une diminution nette de la progestérone, ce qui donne les menstruations, et une diminution de l'oestrogène qui va donner un pic d'affaissage pour le cycle prochain. Alors voilà ce qui se passe au cours de ce cycle menstruel non stimulé au niveau de l'endomètre. Tout d'abord, il y a une phase de prolifération sous l'action des oestrogènes, et c'est une phase de croissance endométriale. Par la suite, et sous la sécrétion de la progestérone, il va avoir une diminution de cette croissance folliculaire. C'est ce qu'on appelle la phase sécrétoire, avec une léthunisation de l'endomètre. Et cette sécrétion de progestérone va donner le timing de la fenêtre d'implantation. Cette fenêtre d'implantation, qui est une phase de réceptivité de l'endomètre vis-à-vis du blasto, et qui va engager avec le blasto le phénomène d'unidation, ça survient 6 jours après le pic à l'H et dure en moyenne 4 jours. Alors, au cours d'une hyperstimulation contrôlée lors d'une fécondation in vitro, il y a une modification, certes, de cette phase lutéale. Par quel biais? Tout d'abord, par l'action directe des molécules utilisées, donc les analogues de la HRH, avec une désensibilisation de l'axe, mais aussi probablement par la ponction elle-même folliculaire qui peut donner une dérégulation de la granulosa, une atteinte des cellules de la granulosa, et enfin, et certainement par des modifications des stéroïdes qui sont sécrétés, les stéroïdes ovariens qui sont sécrétés par ces follicules. Alors, au cours de la phase folliculaire, il va y avoir une augmentation de taux d'ostradiol par l'hyperstimulation qui peut arriver, comme vous le savez, jusqu'à 10 à 15 fois la normale. Et cette hyperostradiolémie va entraîner une surexpression des récepteurs de la progestérone avec une diminution de l'expression des récepteurs de l'ostradiol. Mais à part cette augmentation de l'ostradiol, il y a une augmentation de la progestérone du fait de l'augmentation des cellules de la granulosa
Et cette augmentation de la progestérone dépend aussi du nombre de follicules et elle reflète l'intensité de la stimulation ovarienne. Alors, si cette hyperprogestéronémie en fin de la phase folliculaire n'a pas d'impact direct sur la qualité ovocytaire, elle a une diminution sur la réceptivité de l'endomètre. Et donc, au cours et à la fin de la phase lutéale, l'augmentation de l'oestrogène et de la progestérone va entraîner une lutéisation prématurée de l'endomètre et très probablement une avance de la fenêtre implantatoire par rapport à l'avance ou au blastocyte. C'est-à-dire que vous avez une fenêtre implantatoire qui est avancée par rapport à la croissance folliculaire, à la croissance embryonnaire. Et ça a été démontré par cette étude-là qui a fait des biopsies au moment du pic à lâche et des biopsies de l'endomètre, lors du déclenchement par l'ACG. Ce qu'on a constaté que dans 100% des cas, il y a une avance de la maturation de 2 à 4 jours. Et en plus, donc, il y a une maturation stromale discordante avec un œdème et une hypertrophie vasculaire dans 90% des cas. Ceci étant au cours de la phase folliculaire. Au cours de la phase lutéale, cette hyperoestrogénie qui est très importante, par un rétrocontrôle négatif, va donner une diminution de la LH. On a parlé tout à l'heure du rôle de la LH sur le corps jaune, puisqu'il stimule le corps jaune, et le corps jaune va sécréter de la progestérone. Qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir un défaut de stimulation du corps jaune. Une diminution de la progestérone qui est constante. Donc il n'y a pas assez de progestérone pour assurer un minimum de croissance de l'endomètre. Et ceci va aboutir, bien sûr, à une insuffisance lutéale avec un échec d'implantation. Mais aussi, on sait qu'il y a des récepteurs de LH au niveau de l'endomètre, et cette diminution de la LH va donner une activation de ces récepteurs et très probablement un dérèglement de l'endomètre. Donc cette diminution de la LH entraîne à coup sûr un échec d'implantation. D'où l'intérêt de faire le soutien de cette phase lutéale par de la progestérone. Alors, et ceci, quel que soit le protocole utilisé, que ce soit les protocoles agonistes ou antagonistes, il y a toujours un déficit de LH qui va commencer à partir du J8. Là, par exemple, si on va déclencher par de la SCG, il va y avoir une augmentation de la progestérone de départ, mais on sait que la demi-vie de la SCG ne dépasse pas 8 jours, et au bout de 8 jours, il va obligatoirement y avoir une diminution nette de la progestérone au-dessous du seuil nécessaire pour le maintien de l'endomètre. La même chose pour les protocoles antagonistes, quel que soit le type de déclenchement, que par l'ACG, la LH ou la GnRH, il y a toujours une diminution nette du taux de LH au cours de cette période lutéale, au cours de la phase lutéale. Alors, il est certainement nécessaire de soutenir cette phase lutéale. Quel soutien de la phase lutéale? Quels sont les moyens de cette phase lutéale? Il y a différents moyens. Tout d'abord, la progestérone, 2 formes. La forme micronisée et la forme synthétique. Elle se donne, la micronisée par voie vaginale, la synthétique par voie orale, intramusculaire ou encore subcutanée. Mais aussi, il y a la gonadotrophine chorionique humaine, l'ACG. Alors, l'ACG, elle va stimuler le corps jaune, qui, lui, va donner une augmentation de la progestérone endogène. Et puis, troisième moyen, c'est les agonistes de la GnRH, qui restaurent le niveau de AH et soutient naturellement la phase lutéale. Et enfin, l'ostradiol, qui va être donné de façon concomitante avec la progestérone. Alors, tout d'abord, la progestérone, c'est le gold standard, donc on l'utilise de façon fréquente pour le soutien de cette phase lutéale. Le débat, c'est laquelle qui est la plus efficace, la voie d'administration, est-ce que c'est la vaginale, l'orale ou les autres, la dose nécessaire pour assurer une phase lutéale qui est adéquate, et surtout le moment d'entamer cette progestérone, ou le moment d'entamer ce traitement substitutif ou ce traitement pour la supplémentation de la phase lutéale et la durée d'administration. Alors, en ce qui concerne l'intérêt de l'utilisation de la progestérone, il n'y a aucun doute de l'intérêt d'utilisation de la progestérone au cours de cette phase lutéale, comme le montre cette étude, donc la méta-analyse sur 69 études randomisées, qui a été publiée récemment en 2015, et qui a comparé la progestérone versus
placebo ou pas de traitement. Alors, dans cette étude, il est clair que le taux est très significatif en faveur de l'utilisation de la progestérone, aussi bien sur le plan taux de grossesse, mais aussi sur les implantations. Alors, on a essayé de comparer la voie vaginale versus la voie orale. Il est clair que la voie vaginale, elle a une absorption plus rapide que la voie orale. Elle évite le passage hépatique et donc évite les effets secondaires de la voie orale, qui sont essentiellement des céphalées, de somnolence et de la fatigue. Et de ce fait, puisqu'elle évite le passage hépatique, elle a une biodisponibilité qui est plus élevée. On a montré aussi que, à travers cette forme vaginale, elle est beaucoup plus efficace dans la transformation endométriale. Il faut noter par ailleurs que la voie orale, c'est-à-dire la dihydrogestérone, ne possède pas d'autorisation dans cette indication. Alors, pour parler de la voie orale, c'est cette étude qui est randomisée, phase 3, qui a été publiée en 2018 et qui a concerné 37 centres de PMA dans 10 pays différents. Et cette étude a essayé de comparer la voie orale, c'est-à-dire la dihydrogestérone du faston, et la progestérone par voie vaginale. Elle a concerné, donc c'est une étude qui est randomisée, elle a concerné à peu près 1034 patientes. 520 par voie orale, en donnant 30 mg d'hydrogestérone, et 514 en donnant du gel de progestérone. Alors, sur le plan caractéristique démographique, elles sont comparables. Le transfert d'embryons a été fait entre 3 et 6 jours, et le nombre d'embryons transférés, dans la plupart des cas, c'était entre 1 et 2 embryons. Alors, les résultats sont clairs. Elles sont très significatives, en tout cas en faveur de la dihydrogestérone, en faveur de la voie orale. Ceci pour les grossesses à 12 semaines d'aménorrhée, 38% contre 35%, et pour le taux de natalité qui est plus important. Cette étude a montré de toute façon la non-infériorité de la dihydrogestérone par rapport à la progestérone par voie vaginale. Alors, les effets secondaires, puisqu'il y a un passage par voie hépatique, elles sont pratiquement comparables. Donc, il n'y a pas véritablement d'effets secondaires beaucoup plus importants au cours de la voie orale. Sur le plan fœtal, il n'y a pas eu d'alerte, il n'y a pas plus de complications ou bien de malformations que la voie vaginale. En tous les cas, cet essai qui est sponsorisé par le laboratoire pharmaceutique, qui est Abbott, a confirmé les résultats d'efficacité de certains chercheurs indépendants. Elle a établi en tout cas la non-infériorité de la voie orale par rapport à la voie vaginale. Et bien sûr, la dihydrogestérone pourrait bien devenir le nouveau standard de la supplémentation ou du soutien de la phase lutéale. Voie vaginale, voie intramusculaire. On sait très bien que la concentration, les taux plasmatiques de la voie vaginale, elles sont inférieures, donc les taux plasmatiques sont plus bas que la voie intramusculaire. Mais par contre, les concentrations endométriales sont plus élevées, et on a montré que les transformations endométriales par voie vaginale, elles sont aussi bonnes que la voie intramusculaire. Alors, voie vaginale versus voie intramusculaire, donc toujours par cette revue, qui est une méta-analyse qui est publiée au Cochrane, le taux d'implantation de grossesse ainsi que le risque de fausse couche sont comparables, que ce soit voie vaginale ou voie intramusculaire. Voie intramusculaire versus voie orale, il n'y a pas beaucoup d'études, une seule étude en 2008, pas de différence significative entre voie orale et voie intramusculaire. Alors, les autres modes d'administration, il y a eu quelques essais de comparaison entre voie vaginale, voie rectale, voie vaginale et voie sous-cutanée. Il n'y a pas véritablement de différence significative sur le plan grossesse, taux d'implantation et taux de naissance. Alors, quelles sont les doses de la progestérone qu'on peut donner? La progestérone en gel, elle peut être donnée à raison de 80 mg par jour. La progestérone en sous-cutanée, 25 mg par jour. Voie intramusculaire, 50 mg à 75 mg par jour. Pour la dihydrogestérone, la voie orale, c'est entre 2 et 3 comprimés par jour. Et pour la progestérone micronisée, en moyenne, c'est 100 mg par jour. Mais il n'y a pas de consensus concernant cette dose-là.
Elle varie entre 400 et 1200 mg. Et en tout cas, selon cette étude, toujours cette méta-analyse, il n'a pas vraiment un intérêt à augmenter la dose de la progestérone, puisqu'il n'y a pas de différence significative entre des femmes qui ont eu de la progestérone à raison de 400 mg 2 fois par jour et des femmes qui en ont le plus, c'est-à-dire à une dose très importante de 1200 mg. Donc, la recommandation, c'est de donner entre 400 et 600 mg. Troisième problème, c'est à quel moment il faut commencer à donner la progestérone. Là aussi, il n'y a pas d'unanimité. Il y a des arguments qui sont en faveur de la supplémentation tardive. Tout d'abord parce que, comme on l'a montré tout à l'heure, c'est que le soutien de la LH ne commence que quelques jours après l'ovulation. Et donc, théoriquement, il y a une diminution de la progestérone à partir du 8e jour après l'ovulation. Donc, c'est pour cela que les gens qui donnent de la progestérone en façon tardive se basent sur cette constatation physiologique. Et puis, le fait de donner très précocement de la progestérone, juste après la ponction, il y a un risque, bien sûr, d'avancer la fenêtre implantatoire. Il y a des arguments qui sont en faveur d'une supplémentation précoce de la progestérone, tout simplement parce que l'hyperostradiolémie peut entraîner des contractions utérines au moment du transfert. Et ça donne une résistance à la progestérone et à l'action relaxante de la progestérone. Donc une supplémentation de la progestérone dès le début peut diminuer le taux de contraction utérine au moment du transfert, c'est-à-dire à J3 ou à J5. L'étude de Franchin, qui est ancienne, mais qui a montré que le début de supplémentation, le jour de la ponction, diminue nettement les contractions utérines au moment du transfert à J3, avec un taux de grossesse qui est meilleur. Celle-ci, donc Dominique Ziegler, donc une supplémentation qui est pour la supplémentation précoce et permet aussi d'inhiber l'effet trop élevé de l'oestrogène et l'effet des contractions utérines au moment de transfert. Alors, il y a une étude récente qui a été publiée en 2018, c'est une étude qui est chinoise, où toutes les femmes ont eu une désensibilisation hypophysaire par l'administration d'agonistes à l'HRH, et ils ont pris un groupe où ils ont fait une injection intramusculaire le jour de la ponction ovocitaire, injection musculaire de progestérone, et un groupe le lendemain du recueil ovocitaire. Et là, les résultats sont pratiquement les mêmes, donc il n'y a pas véritablement de différence significative entre les deux groupes, que ce soit à J0 ou à J1 post-ponction. Alors, un questionnaire qui a été posé de façon unanime aux médecins qui pratiquent la PMA. Donc, dans 80% des cas, la supplémentation se fait le jour de la ponction. Il y a uniquement 3,2% à peu près le jour de l'administration de la CG et 15% le jour du transfert. Donc, la majorité des médecins prescrivent de la progestérone le jour de la ponction. Troisième question ou quatrième question qui est importante, jusqu'à quand il faut donner de la progestérone? Là, c'est un vaste débat. Docteur Boulacia, il vous reste quelques minutes. Combien de minutes? 5 minutes. 5 minutes, allez. On va faire rapidement. Donc, c'est un vaste débat. Et il n'y a pas d'intérêt, donc, selon cette étude qui est randomisée, à poursuivre donc, la progestérone au-delà de la confirmation du test de grossesse. Ça a été vu au cours de cette étude prospective. Et selon l'avis de la CRM, c'est d'aboutir jusqu'à 8-10 semaines d'aménorrhée en attendant le relais de la production placentaire de la progestérone. Donc, toujours le même questionnaire. Donc, 44% des médecins donnent jusqu'à 8-10 semaines d'aménorrhée de la progestérone et 13% jusqu'à l'activité cardiaque quand elle est positive et 28% à 12 semaines d'aménorrhée. Alors, deuxième méthode pour soutenir la phase lutéale, c'est l'ACG. Et pourquoi l'ACG en fait? Parce que l'ACG, ça permet de maintenir le corps jeune, il favorise la sécrétion endogène de la progestérone. Donc le fait de donner de l'ACG, ça permet au corps jeune de sécréter de la progestérone de façon endogène. Mais aussi, l'ACG induit une prolifération des cellules natural killer. Elle augmente la tolérance maternelle des antigènes paternels. Et l'ACG aussi, elle est angiogénique sur les artères spiralées de l'endomètre. Donc si on voit tout ça, elle est beaucoup plus physiologique et elle est en adéquation avec
le soutien de la phase lutéale. Alors, l'ECG versus placebo, donc ça a été étudié et il y a une nette augmentation de façon significative des grossesses pour les femmes qui ont eu de l'ACG pour la phase lutéale comparativement au placebo ou pas de traitement. Le problème, c'est qu'il y a un risque d'hyperstimulation qui est importante. La même chose, donc on a comparé la progestérone versus l'ACG, versus ACG et progestérone, pas de différence significative entre la supplémentation en progestérone ou de l'ACG au cours de la phase lutéale. Vu donc qu'il n'y a pas véritablement de différence significative et vu aussi qu'il y a un risque important d'hyperstimulation, donc il y a plusieurs auteurs qui ont déconseillé l'utilisation de l'ACG comme moyen de soutien de la phase lutéale. Alors ces constatations ont suscité de nouveaux schémas thérapeutiques, ce qu'on appelle donc une stimulation par des ou soutien de la phase lutéale par des microdoses de l'ACG. C'est de 100 à 150 unités quotidiennes d'ACG. Ça entraîne une concentration plasmatique qui est pratiquement physiologique de LH ou de l'ACG. Le problème, c'est que ces doses-là ne sont pas disponibles dans le commerce et on est obligé de diluer la préparation mère par de solutions alcalines, ce qui n'est pas très pratique pour le soutien de la phase lutéale. Mais il y a moins d'hyperstimulation ovarienne en utilisant ce schéma. Alors, les agonistes de la GnRH, il y a une étude prospective randomisée qui a comparé le GnRH-A à la progestérone en cycle antagoniste et elle a montré nettement qu'il y a une efficacité de la GnRH en tant que source unique de soutien de la phase lutéale. Là, c'est une méta-analyse qui a été publiée la même année, en 2015, qu'il n'y a pas de bénéfice à utiliser à la GnRH. Donc, il y a véritablement un bénéfice à utiliser à la GnRH avec un niveau de preuve qui est quand même bas. Je passe rapidement pour vous parler de l'ostradiol. Alors, l'ostradiol, est-ce qu'il y a véritablement un besoin de donner de l'ostradiol avec de la progestérone? Oui, peut-être, parce que le corps jeune, on l'a vu tout à l'heure, que le corps jeune, il sécrète de la progestérone, mais aussi de l'oestrogène. Donc un corps jeune défaillant doit logiquement ne pas sécréter assez d'ostradiol. Alors la voie d'administration, la voie orale, la voie vaginale, la voie transdermique. Le début du traitement doit être commencé comme la progestérone le lendemain de la ponction. La dose, elle varie de 2 à 6 mg par voie orale ou 4 patchs de 0,1 mg. Mais les données disponibles concernant cette utilisation d'ostradiol avec la progestérone sont vraiment très divergentes. Là, par exemple, au cours de cette méta-analyse, on montre qu'il n'y a pas véritablement d'efficacité à utiliser l'oestrogène avec de la progestérone et la voie transdermique, quand même, elle est intéressante et elle paraît un peu plus efficace que les autres voies. Alors, en définitif, le soutien de la phase lutéale est habituellement assuré par la progestérone exogène et qui est par voie vaginale. C'est classique, donc on soutient la phase lutéale par de la progestérone et la voie la plus utilisée, c'est la voie vaginale. Les dernières études ont montré quand même que la dihydrogestérone, la voie orale, le Dufastan, pourrait devenir quand même un nouveau standard, surtout que les patientes préfèrent la voie orale, c'est beaucoup plus confortable que la voie vaginale ou la voie intramusculaire. Il y a aussi de nouvelles options qui sont émergentes, qui sont encourageantes, les microdoses de ACG. Ça permet un soutien de la phase lutéale avec moins de syndrome d'hyperstimulation et aussi les agonistes de la GnRH par voie nasale. Je vous remercie. Merci, Dr Benazia. Alors, à l'assistance. Nous savons que la quantité ou la quantité de progestérone sécrétée par le corps jaune est différente d'une femme à une autre et même intercycle, donc d'un cycle à un autre. Alors pourquoi l'unanimité pour donner 600 mg jour de progestérone intravaginale? Il n'y a pas d'unanimité concernant, c'est des recommandations, il n'y a pas d'unanimité. Il y a des gens qui donnent très peu jusqu'à 100 mg par jour, il y a d'autres qui donnent 1200 mg. Il n'y a pas du tout d'unanimité concernant la dose. Mais tous les centres donneraient 600 mg. Mais il n'y a pas de consensus là-dessus. Surtout pas de consensus. Docteur Halwani. Merci Nizar pour cette présentation.
En fait, j'ai voulu donner une idée concernant la dihydroprogestérone, le difaston. C'est vrai que d'après les études, des études qui sont récentes, on voit qu'il a même plus d'apport et plus de taux de grossesse que le classique hydrogestant. La seule chose, c'est que cette hormone n'a pas encore l'AMM pendant la grossesse, et c'est ça qui pose le problème, surtout dans le transfert d'embryons congelés, pas le transfert d'embryons frais, puisque si on envisage un transfert d'embryons frais, on peut l'arrêter juste pendant le test de grossesse. Et toutes les études ont montré qu'il n'y a aucun apport, même concernant le taux de fausse couche, lorsqu'on continue la progestérone pendant 7-8 semaines. Donc on l'arrête pendant le test de grossesse ou bien on le prolonge, c'est exactement le même résultat. Bon, répondant à la question de madame, c'est vrai que si on donne une dose standard d'hydrogestant, qui nous dit que toutes les femmes ont le même taux de progestérone dans le sang? Et je pense que maintenant, il y a des études récentes qui dosent la progestérone à peu près 5 jours après la supplémentation et avant le transfert de blasto. Et il faut que le taux de progestérone soit sur un minimum de seuils. Je ne me rappelle pas les seuils, mais c'est des seuils qui sont maintenant bien connus. Et si le taux de progestérone est très faible, à ce moment-là, on préfère congeler les embryons et ne pas les mettre parce que le taux de grossesse sera obligatoirement très bas. Ça, c'est de nouvelles études qui dosent la progestérone en cycle frais, parce qu'on sait qu'en cycle congelé, maintenant, c'est classique faire le taux de progestérone le jour du transfert d'embryon congelé, et s'il est inférieur à un certain seuil, généralement 9,2 nanogrammes, on ne fait pas le transfert d'embryon. Et donc, dans les cas où le taux de progestérone, le transfert d'embryon frais est faible, il y a deux solutions, ou bien qu'on booste l'apport en progestérone et éventuellement on switch par une autre voie d'administration, telle que si on utilise la voie vaginale, on donne l'intramusculaire pour améliorer ce taux de progestérone dans le sang, parce que s'il est trop faible, il vaut mieux ne pas transférer. Dr. Hachani. Pour aller dans le même sens, pour un transfert, idéalement, on aurait une progestérone entre 10 et 20. Moins de 10, c'est trop peu, il ne faut pas transférer, voire différer. Plus que 20 aussi, c'est délétère. La question est très intéressante parce qu'il y a une équipe qui a travaillé dessus, sur le profil des patientes, selon le profil endométrial moléculaire, immunologique, on va supplémenter ou pas. Ça veut dire, la majorité des femmes, on va supplémenter, vous avez absolument raison, toutes les études vont en faveur de la supplémentation avec la progestérone, mais il y a un sous-groupe de femmes chez qui la progestérone peut même être délétère. Quand ces femmes-là n'ont pas du tout le même profil immunologique par rapport justement à ces cellules killer, avec le rapport interleukine 4 et 8. Donc là, si on arrive à cette échelle-là moléculaire, on pourrait trouver ces femmes-là qui n'auraient pas besoin de la progestérone. Sinon, en règle générale, on donne la progestérone. Quand est-ce qu'il faut doser la progestérone après le déclenchement? 5e jour, éventuellement, oui. C'est-à-dire, dans quel... 5e jour. Habituellement, on ne le fait pas. On ne le fait pas. Quelle est l'indication précise? Quelles sont les recommandations pour le faire? Il y a le jour de déclenchement. Alors, il y en a qui font le jour de déclenchement, le jour du transfert, et même J9 après. Ça, c'est pour avoir vraiment une idée optimale. Il y en a qui font le dosage concomitant de la LH en même temps pour voir si on est justement, si le déclenchement il est bon, on va ajouter de la CG, et si on est en taux de progestérone satisfaisant, sinon on va supplémenter davantage. Donc il n'y a pas de consensus, mais ceux qui dosent la progestérone en général la dosent le jour de déclenchement et puis le jour du transfert.
Particulièrement chez quelles patientes? Toutes les patientes. Idéalement, toutes les patientes pour adapter la thérapie et pour transférer ou pas surtout. Parce qu'il y a certains cut-offs où vaut mieux différer le transfert. Docteur Allen. Chauffe, moi je dois préciser une chose, c'est qu'il y a une différence entre transfert d'embryon congelé, là où le seuil c'est 9,2 nanogrammes, et le transfert d'embryon frais, où on dose la progestérone en phase lutéale moyenne, juste avant le transfert de blasto, et dans ce cas, les taux sont beaucoup plus élevés. Hein. Ce n'est pas 9 nanogrammes, hein. Ça peut aller jusqu'à 45 nanogrammes. Donc, ce n'est pas les mêmes seuils. Ce n'est pas les mêmes seuils. Donc, on y habitue à doser la progestérone le jour du transfert d'embryon congelé. Et là, on sait que le seuil, c'est 9,2 à peu près. Mais le transfert d'embryon frais, il n'est pas encore passé en pratique courante. Mais si on veut le doser, c'est à la phase lutéale moyenne. Et son taux, je ne me rappelle pas bien les taux, mais ça doit aller jusqu'à 42 nanogrammes. Donc c'est de loin différent du transfert d'embryon congelé. Oui, mais sur le plan pratique, je ne pense pas qu'il y ait un intérêt majeur, parce que de toute façon, on va commencer à supplémenter de la progestérone à partir du jour de la ponction. Et si on fait un J5, un dosage plasmatique qui ne reflète pas la réalité, puisque le taux plasmatique de la progestérone est beaucoup inférieur, par le gel, bien sûr, le gel ou le trogestan, c'est que ça ne donne pas des taux réels, puisque la concentration de la progestérone au niveau de l'endomètre, elle est supérieure à la concentration plasmatique. Donc il n'y a pas véritablement d'intérêt à prélever du sang pour voir le taux de progestérone. Oui, mais c'est la même question que pour le transfert d'embryon congelé. Et c'est la même chose. Pourquoi on exige maintenant des normes? Non, c'est sûr que c'est des travaux qui sont tout récents, mais ça c'est une réalité. Maintenant la question, si on trouve un taux bas, qu'est-ce qu'on fait? Il y a des gens qui switchent, qui augmentent les doses, qui switchent par une autre voie d'administration telle que la voie intramusculaire. Il y a des gens qui annulent. Lorsque le taux est très faible, ils peuvent annuler le transfert. Et ils congèlent tout. Oui, mais ça ne reflète pas le taux de progestérone au niveau de l'endomètre. C'est ça le problème. On n'a pas d'idée sur le... Voilà, c'est ça. On n'a aucune idée. C'est ça l'intérêt de la voie vaginale, en fait. Ouais. Parce qu'on l'a dit. La voie vaginale, c'est que la concentration de la progestérone au niveau de l'endomètre, elle est beaucoup plus supérieure qu'au taux plasmatique. Donc, si on commence à donner de l'utrogestan, par exemple, à une dose de 600 mg, et si on trouve un taux qui est bas plasmatique, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas véritablement un intérêt à utiliser de la progestérone, puisque le taux de progestérone au niveau de l'endomètre est supérieur à ça.